Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Kader Diaby, qui est vice-président diaspora de l'Union africaine des ONG de développement et représentant Europe de la société civile ivoirienne, ainsi que de nos éditorialistes Daoud Tal et Jean-Marie Bitomo. Place à présent à l'économie. La production de coton se porte plutôt bien en Afrique de l'Ouest, tout le contraire du secteur de la transformation, confronté à de nombreuses difficultés telles que le déficit énergétique ou la concurrence asiatique. Plusieurs usines ont fermé en l'espace de 15 ans. Explication de Marcel Farba-Maroun. En Afrique de l'Ouest, si les producteurs de coton se frottent les mains, on ne peut pas en dire autant pour les transformateurs. Depuis 2010, la production enregistre de grandes performances, comme c'est le cas avec la campagne 2016-2017 qui a vu le Burkina Faso et le Mali, les deux premiers producteurs de la région et du continent, atteindre respectivement 750 000 et 645 000 tonnes de coton-graines. Tendance qui contraste avec celle de la transformation. À titre d'exemple, il y a 15 ans, on dénombrait pas moins de 45 usines contre 10 à l'heure actuelle, sachant que la plupart d'entre elles tournent à moins de 50% de leur capacité. J'ai l'impression que la mondialisation est la forme moderne de perpétuation de l'inégalité économique qui cantonne l'Afrique au rôle de producteur de matières premières qu'on achète à vil prix et de marché où on va déverser les produits finis. Lorsque on finit de définir ces tâches, on sait que l'Afrique n'a pas dans la mondialisation le rôle de transformation, peut-être des transformations pas de très haut niveau. L'une des principales causes de cette crise provient de la concurrence asiatique. Dotées d'outils industriels datant pour la majeure partie des années 1960-1970, les usines implantées en Afrique de l'Ouest n'ont pas su faire le poids face à l'essor des manufactures asiatiques. Une situation qui s'est aggravée avec les politiques d'ajustement structurel adoptées par de nombreux pays de cette zone dans les années 1980. Conséquence, les usines souvent publiques et intégrées ont fermé, laissant place aux importations qui continuent aujourd'hui de dominer le marché et d'empêcher la renaissance du secteur. Autre obstacle majeur, la faible disponibilité et le coût de l'énergie. Nous avons des marchés UEMOA et marchés CEDEAO. Nous-mêmes là, nous commercialisons peu entre nous-mêmes. Dans la CEDEAO, on commercialise peu, dans l'UEMOA, on commercialise peu. Il faut commencer déjà à lever ces obstacles. L'Afrique de l'Ouest est la région du continent où les recettes d'exportation sont les plus importantes. Le Bénin, le Burkina Faso et le Mali font partie du groupe des 4 pays exportateurs de coton, complétés par le Tchad. Monsieur Diaby, on aborde là encore la problématique de la transformation de nos matières premières. Quand on voit qu'on comptait 45 usines il y a 15 ans en Afrique, on en dénombre plus que 10 et la plupart ne tournent pas forcément de leur capacité. Un constat amer qui s'explique comment, d'après vous ? Ça s'explique tout simplement parce que nos politiques africains ont du mal à définir des filières industrielles qui soient porteuses. Quand on parle de l'agriculture, donc de l'agriculteur, il faut voir le consommateur et toute la chaîne de valeur ajoutée en fait. Et on a du mal à mettre en place une vraie filière industrielle qui prenne en compte le produit fini et puis tous les acteurs qui participent au développement de cette filière-là. Voici ce qui pose le problème. On a parlé du cacao, c'est plutôt l'exportation. Il faut la transformation. Là, on a les outils pour transformer qui ne sont pas rénovés, qui datent d'un certain nombre d'années et qui coûtent encore cher au niveau même de l'utilisation. Mais il n'y a pas de volonté politique en fait pour rénover en fait tout cet outil industriel de façon à être compétitif à l'heure de la mondialisation. Est-ce que les synergies dont on parlait tout à l'heure, là encore, peuvent être une solution quand on voit que, par exemple, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad ont lancé ce qu'on appelle la route du coton, qui vise un peu à renforcer les capacités des acteurs du secteur cotonnier? Oui, ça peut jouer, mais la priorité, elle l'accorde à quoi? À l'exportation, encore une fois. Donc, on est plutôt là sur la volonté d'exporter, faire travailler d'autres industriels, d'autres filières industrielles à l'extérieur, à l'étranger, en défavorisant en fait le tissu industriel local. C'est ce qui pose problème. Jean-Marie, le problème de la transformation, cette fois du coton, il est où là le problème? Le problème, c'est tout simplement, on est déjà face à un outillage qui est complètement dépassé. Donc, quand vous utilisez un outillage qui est dépassé, ça veut dire qu'en termes de productivité, vous ne pouvez pas être concurrentiel sur les marchés internationaux. Donc,
il y a une notion que Kader a soulevée là tout à l'heure, qui est une notion importante. C'est-à-dire, nous ne veillons pas en Afrique à ce qu'on appelle la filiérisation des industries. C'est-à-dire, il faut regarder les industries à travers cette notion de filière-là qui va faire en sorte que nos producteurs vont avoir une plus-value conséquente dès l'instant que c'est transformé sur place chez nous en Afrique. Donc, il faut anticiper. Il faut faire de la prospective économique chez nous en Afrique. L'Afrique a tout aujourd'hui. Je ne comprends pas mais ça, on le dit souvent, mais aujourd'hui, le constat est là. Il n'y a rien autour de cette transformation. Le constat est là, je suis d'accord avec vous, mais ça ne nous empêche pas, si vous voulez, de faire une analyse là-dessus. On fait une analyse qui est une analyse simple. C'est qu'il faut veiller à la construction des filières. J'ai dit toujours sur ce plateau, chaque pays doit prendre, c'est-à-dire ses avantages naturels et les transformer en avantages compétitifs, internationaux et concurrentiels, comme vous voulez. Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, oui, un pays comme le Burkina, bon, ok, nous sommes un des plus grands producteurs mondiaux de coton. Comme on parlait tout à l'heure là avec le cacao et le café. Donc, construisons une filière et essayons d'exporter au-delà. À la fin, là, vous avez l'économiste qui nous disait que le coton est vendu uniquement au sein de la CEDEAO. Pourquoi ne pas élargir la distribution de ce coton-là? Donc là encore, on parle d'une piste de synergie avec d'autres pays africains. Pensez à rénover d'abord l'outil industriel. Dawda? Oui, je pense que c'est important parce que, comme par exemple, il faut une industrialisation pour transformer. C'est bien le drame de ces pays-là, de l'UMOA. Le marché UMOA ou CEDEAO seul ne suffirait pas. Il faut rêver le jour où on arrivera à faire des t-shirts, des costumes en Afrique qui soient vendus en Europe et ailleurs. C'est ça. Vous allez dans un magasin en Europe, vous achetez un habit, il y a des chances que quand vous regardez l'étiquette, c'est fabriqué en Chine, Pakistan ou je ne sais pas où, en tout cas en Asie. Et c'est bien là le problème. Au lieu d'attirer les Chinois et les pays asiatiques que vers l'exploitation des matières premières, imposons à ce que des industries, même si on n'a pas le capital, soient installées. Et d'ailleurs, je pense qu'on va véritablement vers ça, parce que le marché, la démographie en Afrique est importante, la main-d'œuvre est moins chère, il y a la matière première sur place, il y a tout, et il faut une volonté politique. C'est une excellente transition, Dawda, pour notre prochain sujet, puisqu'il y a des voitures qui vont être construites au Cameroun. Il y a eu d'ailleurs dans la capitale camerounaise, Yaoundé, qui abrite actuellement jusqu'au 26 avril un salon de l'automobile dénommé China Cameroun Auto Show. Cet événement arrive en prélude au lancement de la construction d'une usine d'assemblage de véhicules lourds et légers dans le nouveau complexe industrialo-portière de Kribi au Cameroun. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Ils sont là, les modèles des véhicules qui feront bientôt partie du parc automobile camerounais. Au nombre de 20 au total, elles sont constituées de berlines, des camionnettes, des minibus, des jeeps et des véhicules 4x4 entre autres. Tous ces véhicules et autres engins seront prochainement montés dans la ville de Kribi, cité balnéaire du Sud, qui abrite la plus grosse infrastructure portuaire du pays. Ces véhicules, ce sont juste des prototypes que nous présentons au salon ici au Palais des Sports. Ensuite, lorsque le salon va finir, nous allons à Kribi pour l'assemblage des véhicules. Donc l'usine va commencer, nous avons 6 mois et nous allons commencer avec la production des véhicules. Le partenaire chinois va passer par le transfert des technologies. Oui, donc nous allons former les concitoyens. Exposé à l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé depuis le 20 avril 2017, dans le cadre du Salon automobile de Yaoundé, ces véhicules Made in Cameroun drainent des foules. Même si les coûts restent inconnus, les visiteurs sont conquis par les formes et la qualité des véhicules. Ce que nous souhaitons, c'est que ce modèle-là soit économiquement acceptable par rapport c'est-à-dire au niveau de vie des Camerounais. Et pour que chaque jeune qui trouvera un emploi demain puisse se procurer ce véhicule. Je ne sais pas qui peut vraiment critiquer ces véhicules. C'est des véhicules de première classe, des véhicules des jeunes, de l'an 2000.
je crois que ça peut faire sourire tout le monde. La fabrication de ces véhicules au Cameroun permettra de résoudre un problème majeur. Selon une récente évaluation du ministère des Transports, 92% du parc automobile camerounais est constitué en effet de véhicules acquis en seconde main. Jean-Marie, Made in Cameroun, on a vu qu'il y avait des minibus, des berlines, des tracteurs, des jeeps sur lesquels sont inscrits Cameroun Auto. Bon, elles ont pourtant été assemblées et conçues en Chine et ensuite vont être assemblées à Kribi dans 6 mois. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ce sont des véhicules 100% camerounais ? On ne peut pas dire que ce sont des véhicules 100% camerounais. Et je vous signalerai une chose, Diarra, vous n'avez aucun véhicule qui est 100% d'un pays aujourd'hui. Vous avez ce qu'on appelle la DIPP, la Division internationale des processus productifs, qui fait en sorte que quand vous prenez votre voiture, toutes les pièces d'assemblage qu'il y a dans votre véhicule viennent peut-être de 10 pays différents. Donc en Afrique, ne critiquons pas. Suivons, si vous voulez, la logique mondiale. Cette logique mondiale fait en sorte que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, ça passe déjà au Nigeria. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le Nigeria monte déjà aussi ses véhicules en tant que tels. Et à travers ça, à travers ce qu'on appelle la théorie de l'apprentissage, vous allez former des ingénieurs chez nous par le biais de l'apprentissage. L'Asie a dépassé l'Afrique. Pourquoi? L'Asie a dépassé l'Afrique en termes d'industrialisation parce que les Américains ont mis le paquet, si vous voulez, en Asie, dans certains pays asiatiques, ce qu'on appelait, nous les économistes, les 4 dragons, ainsi de suite. Donc ça a commencé par quoi? Ça a commencé par ce qu'on appelait les filiales de commercialisation. Après les filiales de commercialisation. Mais que gagnent réellement les Chinois là, en venant faire un partenariat gagnant-gagnant au Cameroun? Il change de technologie là-dessus et le commerce international. Je veux revenir sur l'argument de Daouda là tout à l'heure, qui est très très important. Vous savez, quand les Chinois, on parlait de la transformation des produits là tout à l'heure, quand les Chinois achètent, si vous voulez, quel que soit, c'est-à-dire un produit industriel, ils demandent en sorte qu'on leur vende une licence là-dessus. Donc c'est à travers ça, vous avez le processus de l'apprentissage qui va amener l'Afrique vers une certaine industrialisation. Ce ne sont pas des choses aujourd'hui qu'on va se dire que bon, c'est minoré parce que si vous voulez, les pièces de voitures viennent de Chine, ainsi de suite. Donc on pourrait imaginer... les voitures, attendez que j'aille jusqu'au bout. Vous avez des véhicules Diarra, des véhicules qui sont vendus ici là en Europe, donc qui sont produits en Asie. Aujourd'hui, 90% de ce que nous consommons ici là en Europe, c'est produit en Chine. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce même modèle de construction avec plusieurs pays, mais un Made in Africa pour d'autres produits, les armes, au-delà des voitures, c'est tout à fait logique. C'est la coopération maisons dont nous parlons sur le plateau là. Il y a Daouda qui en a parlé. D'ailleurs, vous nous avez mis là-dessus, Diarra, à savoir, est-ce qu'on ne peut pas créer des synergies? On est tout à fait capable de créer ces synergies-là. Donc, une industrie automobile qui s'installe au Cameroun, c'est une bonne chose, tout simplement. Pourquoi? Parce que par l'effet d'apprentissage dont je parlais tout à l'heure, ça va permettre déjà aux Camerounais de se lancer à travers cette industrialisation-là. Ce n'est pas les premières fois. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, vous avez, par exemple, Peugeot qui assemblait les voitures au Nigeria en tant que tel. Monsieur Diaby, juste pour conclure, vous y croyez, vous, à ce Made in Cameroun, Made in Bénin? J'y crois complètement. Comme le dit Jean-Marie, le Nigeria a commencé. Jean-Marie parle de Peugeot qui s'installe au Kenya aussi. On n'a pas parlé du Kenya, donc il y a aussi le Maroc avec une usine, l'Algérie avec Renault. Donc ça veut dire que une nouvelle dynamique. Il y a une nouvelle dynamique. Ça veut dire que les Africains commencent à consommer des véhicules neufs. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc l'avantage aussi, c'est que ça permettra de renouveler le parc automobile qui est très vieillissant dans nos pays. Et puis avec un avantage aussi sur l'environnement. Après, les tarifs non, les coûts ne sont pas terribles. On ne vous les a pas donnés ici, la Diarra. Moi, j'ai suivi ça sur une chaîne camerounaise. Les coûts, c'est quoi? C'est 5 millions, comment on dirait, de francs CFA. À partir de 5 millions de francs CFA, dont nous faisons la conversion en euros, ça fait combien? Daouda, pour conclure, un dernier mot sur ce Made in Cameroun. Un dernier mot, c'est que c'est une excellente chose, je pense, parce que ça répond à une véritable demande qui est là, etc. Et que c'est profitable pour le Cameroun. Ça, c'est une excellente chose. Par contre, je terminerai là-dessus, il faudrait arriver à changer d'échelle. L'enjeu, là, c'est pas de voir l'Afrique seulement comme un marché de personnes qui peuvent acheter des véhicules. Il faut arriver un jour à ce qu'on puisse produire ces mêmes véhicules au Cameroun et qu'ils soient vendus en Europe et en Asie. C'est ça le véritable enjeu. Ça se produira immanquablement, comme Kadar le dirait, ça se produira immanquablement, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'Afrique est sur le cycle, ce que j'appelle dans l'économie, si vous voulez, le cycle le plus long qui est le Kondratiev. Donc on a tout ce que... le continent de demain. La main-d'œuvre, les matières premières, on a tout sur place. Il suffit tout simplement qu'il y ait une volonté politique.
On espère en tout cas que ça arrivera dans quelques années. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce mercredi sera consacré à la lutte contre les sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Merci à vous, Monsieur Kader Diaby, d'avoir participé à notre émission. Merci. Merci également à nos éditorialistes Daoud Tal pour avoir éclairé nos chers téléspectateurs. Et merci également à Jean-Marie Bitomo pour toutes ces précisions. Merci Diarra. Merci. Bonsoir à tout le monde. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité se poursuit.